Voilà, bonjour à tous et merci pour l'introduction et pour l'invitation pour la journée d'études. Je voudrais peut-être dire un mot pour m'excuser pour ceux qui étaient déjà présents à Anvers à la conférence il y a quelques semaines parce qu'il risque d'y avoir quelques répétitions. Mais ce sera en français cette fois-ci. Donc, je voudrais commencer peut-être par donner un aperçu plus général sur la libération en Belgique. Donc, le 1er septembre 1944, les Américains, donc l'armée américaine arrive à Tournai, donc au niveau de la frontière franco-belge, entre Lille et Mons sur la carte. Et 2 jours plus tard, c'est donc Bruxelles qui est libérée par les troupes britanniques, suivies par les troupes belges. Il ne fallut qu'une semaine de plus pour que les Alliés atteignent la région des Ardennes, près de la frontière allemande, où allait commencer un peu plus tard donc la bataille des Ardennes, que voici. Et donc, à l'exception de sa région plutôt sud-est, donc, la Belgique fut libérée en un peu plus d'une semaine. Et cette libération éclair provoqua une immense joie au sein de la population, comme VR en a touché un mot ce matin. Mais en revanche, elle laissa assez peu de chance à la résistance belge pour jouer un rôle substantiel sur le plan militaire. Je suis un peu grand pour le pupitre, donc voilà. Donc si la rapidité de la libération fut largement inattendue, elle n'en tombait pas moins à point nommé pour le gouvernement. Pendant les 4 années de guerre, la relation entre le gouvernement en exil d'Hubert Pierlot, dominé par les catholiques, et la résistance en pays occupé reposait à la fois sur une certaine utilité, mais aussi sur une certaine méfiance réciproque. De manière schématique, les autorités belges exilées à Londres craignaient 2 tendances opposées parmi les forces de la résistance, les fascistes d'un côté et les communistes de l'autre. En tout cas, les royalistes et autoritaristes. Et ce n'étaient pas des craintes tout à fait fantasmées, puisque les 2 principales organisations de résistance avaient des accointances avec ces 2 tendances, à savoir le Front de l'Indépendance, proche du Parti communiste belge, et l'armée secrète, proche donc des cercles autoritaires, pro-royalistes et militaires. La libération rapide du pays balaya cependant les craintes du gouvernement, les mouvements de résistance se voyant privés de toute opportunité de mettre en œuvre leur stratégie militaire et politique. Les forces alliées remirent immédiatement le pouvoir au gouvernement belge, qui fut rétabli dans sa pleine souveraineté, avec le soutien actif, si nécessaire, des troupes alliées. Mais de plus, alors qu'il était encore à Londres, le gouvernement belge avait aussi mis en place une stratégie de containment, en bon français, donc une stratégie de confinement, de mise au pas, comme je le dis ici dans le titre, rigoureuse à l'égard de la résistance et qui porta ses fruits, à savoir reconnaître les organisations de résistance armée, identifier leurs membres, les exclure de tout rôle politique et administratif, pour ensuite les démobiliser et enfin les désarmer. En fin de compte, la résistance se retrouva largement confinée au rôle impopulaire de geôlier des centres d'internement, ce qui contribua à ternir sa réputation et à affaiblir sa position politique. Alors avant la libération, le gouvernement en exil avait aussi négocié son soutien financier et logistique au mouvement de résistance en échange de leur accord pour ne jouer aucun rôle politique ou administratif dans la Belgique libérée. Le maintien de l'ordre devait être l'apanage des autorités officielles. Cela était essentiel pour que le gouvernement ne soit pas dépassé sur le terrain par les mouvements de résistance. Cependant, dans les premières semaines de la libération, l'équilibre des forces sur le terrain fut largement en faveur de la résistance. Dans les premiers mois de l'occupation, les Alliés avaient en effet largué de grandes quantités d'armes à destination de la résistance. À l'inverse, la gendarmerie belge avait été désarmée par les Allemands peu après le débarquement. Et il fallut attendre jusqu'au 30 octobre pour que les Alliés fournissent 5000 pistolets mitrailleurs Sten aux autorités belges à destination de la gendarmerie. Pendant les premiers mois de la libération, donc, la résistance formait la seule force armée en Belgique capable de sécuriser les zones sensibles, de maintenir l'ordre public et d'effectuer les arrestations nécessaires. Depuis Londres, le gouvernement avait également transféré la plupart des responsabilités en matière de sécurité au bourgmestre.
en tant que chef de la police locale. Prévoyant le manque de forces de police, le gouvernement Pierlot avait notamment autorisé les bourgmestres à réquisitionner le personnel nécessaire parmi leurs administrés, afin d'accomplir les missions donc, de sécurité. Consciemment ou non, le gouvernement avait ainsi ouvert la porte aux forces de résistance pour prendre en charge la gestion de la sécurité et du maintien de l'ordre, pour autant qu'elles le fissent sous l'autorité d'un bourgmestre. Si l'on ajoute à ceci que les Alliés n'hésitèrent pas à faire appel aux forces de résistance pour accomplir leurs propres tâches de sécurisation, telles que donc, la surveillance des voies de communication et des bâtiments, surveiller les dépôts de munitions abandonnés par les Allemands ou garder les prisonniers, c'est donc bien la résistance qui fut l'acteur central de la sécurité intérieure et de l'ordre public en Belgique libérée. Une grande partie des efforts du gouvernement pour contourner la résistance en la matière se révéla donc relativement vain, dans un premier temps du moins. Pour autant, les différents mouvements de résistance, je regarde si c'est toujours le bon PowerPoint, oui, donc les différents mouvements de résistance ne furent pas tous également sollicités par les différentes autorités pour effectuer les missions de sécurisation et de surveillance. L'armée secrète, ou AS, et le mouvement national belge, ou MNB, par exemple, donc deux mouvements de résistance classés à droite, voire très à droite, semblent avoir été le plus souvent requis pour des missions de maintien de l'ordre et de contrôle de la population. À cet égard, il faut bien souligner que, contrairement à ce qui est parfois suggéré, les missions de surveillance et de contrôle de la population menées par les groupes de résistance étaient le plus souvent effectuées au nom des autorités officielles, et généralement d'ailleurs au nom des autorités militaires alliées. Les mandats officiels des Alliés pour les résistants signifiaient le plus souvent des approvisionnements directs en nourriture et en matériel par les troupes anglo-américaines, comme par exemple la fourniture de camions et l'essence nécessaire. Alors, les officiers délégués du Haut Commissariat à la sécurité de l'État, qui sont les archives que j'utilise principalement pour cette recherche, expriment généralement une opinion favorable à l'égard des mouvements, justement, tels que l'armée secrète ou le MNB. À l'inverse, en tout cas, leur opinion est nettement plus contrastée lorsqu'il s'agit des mouvements de résistance proches des communistes, en particulier donc pour le Front de l'Indépendance, ou FI, et leur branche armée, à savoir les partisans armés, ou PA. Ils dépeignent régulièrement donc les partisans armés et les FI comme oisifs, sans véritable mission de surveillance, et même comme se livrant, je cite, au plaisir de la chasse. Alors, on ne parle pas ici de la chasse aux faisans, mais bien de la chasse aux collaborateurs. Hop. Cependant, l'apparente oisiveté des membres du Front de l'Indépendance et des partisans armés, dans certaines régions du moins, semble avoir été quelque peu orchestrée par les autorités elles-mêmes, ainsi que par les forces de sécurité locales, qui nourrissaient à leur égard une plus grande méfiance. Donc là, j'ai notamment un cas où on explique que les partisans armés se proposent de prêter main forte à un centre d'internement qui est donc gardé par les MNB, et on voit que c'est le Town Major, donc l'officier britannique en charge des lieux, qui va leur expliquer qu'on n'a pas besoin de leur aide, et donc l'agent de liaison du Haut Commissariat à la sécurité de l'État note dans son rapport, avec un soulagement évident, les partisans n'ont pas insisté. Mais donc, indépendamment de leur orientation politique, les forces de résistance furent essentielles durant les premières semaines de la libération. Les autorités belges et les Alliés négocièrent même ouvertement leur répartition afin de mener à bien leurs propres objectifs en matière de sécurité. Cependant, la fourniture d'armes à la gendarmerie à la fin du mois de septembre entraîna un changement palpable sur le terrain. Comme on peut l'observer dans les graphiques que je vais vous présenter ici. Voilà. Donc, ils sont basés sur des registres d'internement, mais aussi des dossiers d'écrou. Le nombre d'arrestations des suspects, alors je vais d'abord expliquer le graphique. Donc, c'est les forces de l'ordre donc responsables des arrestations qui amènent les gens dans les centres d'internement. Donc on voit en rouge, c'est la résistance, en bleu la gendarmerie, en jaune la police locale. Et au fur et à mesure des semaines écoulées depuis la libération, 0 étant le 1er septembre,
Évidemment, certaines régions, comme ici, c'est le cas d'Eupen, sont libérées un peu plus tardivement. Et on a simplement parfois des données un peu plus tardives, donc ça commence généralement en deuxième, troisième semaine de septembre. Et donc on voit ici que le nombre d'arrestations de suspects de collaboration effectués par la résistance semble avoir chuté de manière assez spectaculaire à la fin du mois de septembre, dans les 3 graphiques que je vais vous montrer, tandis que les arrestations effectuées par la gendarmerie ont nettement augmenté à partir de début octobre, en particulier dans les zones rurales, comme ici à Eupen, la gendarmerie étant la force de l'ordre privilégiée des zones rurales. Dans les zones urbaines, comme ici à Liège, la police locale demeurait la principale force en charge d'arrêter les suspects de collaboration. Cependant, donc c'est très incomplet, j'ai des données qui poursuivent sur la période, mais je n'ai pas encore pu terminer. Et alors ici, on a l'exemple de Namur, avec donc plutôt une zone urbaine, hein, mais disposant apparemment de peu de forces de police locales, ça reste à éclaircir pourquoi, mais qui donc dépendait également fortement de la gendarmerie. Et donc dans ce cas, on voit que les efforts de la gendarmerie ont pu être efficacement concentrés dès le début de septembre. Alors si les membres de la résistance semblent avoir largement cessé d'amener directement les suspects de collaboration dans les centres d'internement au début d'octobre, cela ne signifie pas pour autant qu'ils arrêtèrent de traquer et d'arrêter les suspects. De nombreuses sources témoignent de ce que de nombreux suspects internés furent d'abord arrêtés par des membres de la résistance, qui les remettaient ensuite à la gendarmerie ou aux forces de police locales. Cette situation semble avoir entraîné de nombreuses arrestations arbitraires, effectuées principalement par les membres de la résistance, dans l'effervescence de la libération. Mais comme le souligne José Gotovich, donc l'ancien directeur de ces lieux, le fait est que le sale boulot avait été fait lorsque les autorités judiciaires et le gouvernement commencèrent à se mettre au travail. Les autorités belges purent se dégager de toute responsabilité pour les bavures, chanter le couplet de la reprise en main dans la légalité et s'attribuer une patente de pureté. Or, en fait, ce sale boulot fut fait avec la validation des autorités régulières, principalement les bourgmestres, mais aussi par diverses forces de l'ordre et même certains magistrats locaux. À partir d'octobre, donc, l'équilibre des forces s'est modifié et la majorité des arrestations furent en définitive effectuées par ou pour le compte des autorités régulières. La responsabilité des arrestations arbitraires, qui continuent donc au-delà, ne peut plus en tout cas être attribuée à la seule résistance. Alors pour mieux comprendre maintenant l'état réel des rapports de force entre la résistance et les autorités régulières, il est utile de se pencher sur la gestion des centres d'internement. Ces centres étaient en fait le lieu par excellence de la collaboration entre la résistance et les forces régulières, une collaboration qui reflète la relation plus large entre les différents acteurs au cours des premières semaines de la libération. Alors, premièrement, il faut noter qu'il est particulièrement difficile de rendre compte des premiers jours de la libération. Dans le chaos qui régnait, les sources s'avèrent de plus en plus rares à mesure que l'on se rapproche du 1er septembre et de l'entrée en action de la résistance. Néanmoins, il apparaît que les civils armés étaient en grande partie responsables des premières arrestations et que les membres de la résistance furent ceux qui réquisitionnèrent en premier lieu les bâtiments à utiliser comme centre d'internement, le plus souvent des casernes abandonnées par les troupes allemandes. Alors on observe d'importants contrastes entre les différents centres d'internement et je ne prendrai ici que 2 exemples pour illustrer ces contrastes. Dans le cas de Bruxelles, le centre d'internement principal se situe au niveau des casernes, à Etterbeek, avenue de la Couronne et boulevard Général Jacques. La collaboration entre la résistance et les autorités semble avoir été, dans ce cas, exemplaire, avec l'intervention rapide des magistrats dès le 7 septembre. Donc Bruxelles a été libérée le 4, le 3, je ne me trompe pas, non, c'est le 3 septembre. Et donc ça fait 4 jours après, les magistrats interviennent déjà. Une supervision précoce du Haut Commissariat à la sécurité de l'État dès le lendemain, le 8 septembre, et des négociations fluides avec le groupe local de résistance, en l'occurrence le Front de l'Indépendance.
et un transfert complet et rapide du centre d'internement entre les mains de la gendarmerie vers le début du mois d'octobre. La localisation des casernes au cœur de la capitale belge a peut-être permis d'assurer une transition aussi fluide et rapide. En province, cependant, dans certains centres d'internement, certains centres d'internement offraient un contraste frappant. Au fort de Breendonk, et donc je ne vais pas en dire beaucoup puisque Bart Willems va juste après moi faire une présentation entière sur le cas de Breendonk, mais néanmoins, on constate qu'au fort de Breendonk, les suspects de collaboration furent soumis à des mauvais traitements sévères et même de torture par les membres de la résistance responsables du camp. Les soldats britanniques ont été témoins de ces excès choquants qu'ils ont rapportés aux autorités belges et qui ont donc décidé de fermer le centre d'internement au début d'octobre. La situation se transforma alors en un conflit ouvert entre les autorités et le groupe de résistance en charge du camp, ces derniers refusant de laisser entrer les officiers militaires belges dans le fort. Mais un accord fut finalement trouvé, menant au transfert des internés vers un autre centre d'internement, en l'occurrence la caserne de Dossin, dont on a également parlé, et donc à la fermeture du camp de Breendonk. Alors, ici, il faut rester évidemment prudent, surtout à ce stade de mes recherches qui ne sont pas terminées, mais il semble qu'en tout cas, les abus observés à Breendonk, en tout cas, ils ne sont pas un cas isolé, ça c'est certain. On a différents cas de mauvais traitements qui sont donc observés dans différents centres d'internement, en particulier au cours des premières semaines donc de la libération, et principalement perpétrés par les membres de la résistance. Pour autant, la situation à Breendonk n'apparaît pas comme représentative du fait en tout cas de sa sévérité et de sa durée notamment. Non, évidemment, il faut garder en tête donc que même si on se base sur les archives que j'ai utilisées, à savoir le Haut Commissariat à la sécurité de l'État, mais aussi l'auditorat général, qui sont donc en principe les autorités les mieux informées sur la situation, ça ne veut pas dire que parce que ces autorités et ces archives ne parlent pas d'autres abus, qu'il n'y en a pas eu qui ont eu lieu sous le radar. Mais donc ça, c'est aussi les limites évidemment du travail d'historien. Il semble à tout le moins qu'on ne puisse pas nécessairement généraliser sur base du cas de Breendonk par exemple. Avec le retour à une certaine normalité, donc au milieu du mois d'octobre, les centres d'internement furent progressivement transférés aux forces de l'ordre régulières, principalement à la gendarmerie. La reprise des centres d'internement par l'État ne signifia pas non plus que les résistants étaient mis complètement de côté. En effet, les autorités belges ne disposaient toujours pas des forces nécessaires pour sécuriser les camps, et donc les résistants sont demeurés gardiens des centres d'internement sous la tutelle de l'État avec lequel ils collaborèrent de façon tout à fait formelle. Outre les questions des mauvais traitements, les résistants étaient cependant souvent considérés comme finalement trop peu fiables et indisciplinés pour participer à la gestion directe des centres d'internement. De nombreux centres d'internement décidèrent donc de diviser la surveillance entre les différentes forces impliquées. La surveillance des détenus fut réservée, là où c'était possible, aux agents réguliers des forces de l'ordre, tandis que la surveillance externe des centres fut le plus souvent confiée à la résistance. Cette stratégie avait l'avantage de garantir à la fois une meilleure sécurité pour les centres, les résistants demeurant les forces les mieux armées à ce moment, tout en protégeant les internés contre des abus supplémentaires. Alors, à la suite de la déclaration du général Eisenhower du 3 octobre, remerciant les combattants de la résistance belge pour leur aide précieuse, mais signalant aussi la fin de leur mission, les groupes de résistance les plus marqués à droite, principalement l'armée secrète et le MNB, annoncèrent soudainement leur démobilisation le 10 octobre. Durant la seconde moitié du mois d'octobre, une certaine fébrilité gagna les différentes forces de l'ordre, chargées de sécuriser de nombreux sites, et notamment les centres d'internement. Les autorités locales durent faire appel au Front de l'Indépendance pour combler les vides laissés par les autres groupes. Et dans certains endroits, cette question-là a conduit les dirigeants locaux, donc AS et MNB, à reporter leur démobilisation, même contre donc, les ordres de leurs supérieurs au niveau national. Donc pour ne pas céder le terrain aux communistes.
Même lorsque les groupes locaux de résistance désarmaient officiellement, certains membres refusaient alors de rendre leurs armes, ce qui obligea les autorités à organiser des perquisitions. La démobilisation précoce des organisations de résistance de droite fut donc loin d'être un mouvement spontané et synchronisé, et s'étendit en réalité du 10 octobre jusqu'à la fin du mois de novembre, moment où toutes les forces de résistance vont désarmer. En fait, les différentes autorités belges, et surtout alliées, continuaient de dépendre fortement des services de surveillance fournis par les groupes de résistance, donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors que les premières organisations de résistance démobilisaient, un recrutement massif fut simultanément entrepris au sein des forces de l'ordre, et notamment au sein des forces de gendarmerie. Les nouvelles recrues étaient principalement issues donc des rangs de la résistance fraîchement démobilisée. Donc, à partir de certains groupes de résistance, et pas tous. Donc, ce qui a paru comme une démobilisation plutôt bien calculée de la part de l'armée secrète et du MNB permit de leur assurer à leurs membres les premières places au sein des forces de l'ordre d'un État belge rénové. Les nouveaux gendarmes recrutés ne rejoignirent cependant pas les brigades régulières, mais formèrent un corps distinct désigné comme les forces supplétives et ayant pour seul uniforme un brassard. Aux côtés de la gendarmerie, la police locale et les gardiens de prison recrutèrent également des forces supplétives. Ainsi, tandis que de nombreux gardiens quittèrent la surveillance des centres d'internement en tant que membres de la résistance, ils revinrent par la suite en tant qu'agents officiels de l'État, sous l'appellation de supplétifs. Le haut-commissaire à la sécurité de l'État lui-même, Walter Ganzhoff van der Meersch, qui est également auditeur général, donc qui dirige la répression, il conseilla donc une grande prudence lorsqu'il s'agissait de remplacer les résistants non démobilisés par les supplétifs. En particulier donc lorsqu'il s'agissait de remplacer des communistes par des résistants issus des mouvements de droite. Et donc là j'ai une citation de Ganzhoff van der Meersch qui écrit donc au ministre de la Défense, au commandant national du corps de la gendarmerie et au général Gérard qui a été nommé le chef de tous les groupements de résistance à la libération, et qui dit « J'estime que la relève de la garde du camp de Casteau par les gendarmes assistés de membres démobilisés de l'AS, assumés comme force supplétive de gendarmerie, doit être faite avec une extrême prudence, que les brassards de ces forces supplétives doivent être nettement distincts des brassards de l'armée secrète, et que les personnes assumées ne peuvent pas être des membres régionaux de l'AS connus des FI ou PA relevés de leur garde. » Donc on voit qu'on n'est pas nécessairement en train de favoriser le remplacement des communistes, hein, même si on pourrait, ça le suggère, mais en tout cas on le fait en catimini, ça c'est assez clair. Alors après un pic de tension à la fin du mois de novembre, le Front de l'Indépendance finit par démobiliser également, dépose ses armes et les remet à l'État belge. Un grand nombre d'entre eux rejoignirent alors également les forces supplétives et furent également donc intégrés aux forces de l'ordre. Et alors là, j'ai un exemple. Évidemment, c'est un échantillon aléatoire. Mais donc ici, on a le cas de la brigade de gendarmerie de Bruxelles. Et donc, on voit détailler la provenance des membres des forces supplétives par mouvement de résistance. Et donc là, on voit qu'en tête, c'est l'armée secrète, avec 113 recrues, qui arrive donc, qui est le premier groupe à combler, à renforcer la gendarmerie. En deuxième lieu arrive le Front de l'Indépendance, avec 72 recrues, alors sachant que le Front de l'Indépendance est le plus grand mouvement au niveau national. Et en troisième lieu arrive seulement le MNB, le Mouvement national belge. Donc, alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la résistance, mais donc je ne sais pas vraiment évaluer dans quelle mesure il y a la disproportion ou à l'inverse si ça respecte les proportions des effectifs effectivement des organisations au niveau national. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le Front de l'Indépendance, même si c'est la première organisation de résistance, elle est première dans l'ensemble de ses composantes, mais les partisans armés, qui sont la branche armée, étaient effectivement moins nombreuses que l'AS. Donc il n'y a pas nécessairement un biais important dans le recrutement, mais ça reste une question en tout cas ouverte. De nombreux résistants qui ne rejoignirent pas les forces de sécurité se spécialisèrent pour leur part
dans l'exercice de pression à l'égard des autorités belges en vue d'accélérer et d'intensifier la répression des collaborateurs. Manifestations publiques, articles dans la presse, lettres au procureur militaire pour dénoncer la libération des suspects, passage à tabac des suspects libérés et même attentats ciblés à la grenade. Aucun moyen ne fut négligé par les résistants pour faire entendre leur voix et revendiquer leur place dans le paysage politique d'après-guerre. Voilà, ce qui m'amène à mes conclusions. L'opposition binaire entre d'une part des centres d'internement sauvages gérés par la résistance et d'autre part les centres d'internement officiels gérés par des forces de l'ordre de l'État semble bien trop simpliste pour décrire la réalité de la situation sécuritaire de la Belgique au moment de la libération. Très tôt après le départ des Allemands, les mouvements de résistance et les autorités travaillèrent en étroite collaboration dans l'organisation et la gestion des centres d'internement. Les tensions observées entre les groupes de résistance et les autorités variaient grandement en intensité d'un endroit à l'autre. Elles faisaient partie d'un ensemble plus vaste de tensions à tout niveau entre les autorités belges et alliées, entre les autorités civiles et militaires, entre les différents mouvements de résistance eux-mêmes, ainsi qu'entre l'opinion publique, exigeant une punition exemplaire pour les traîtres, et la nécessité politique et économique d'une stabilité recherchée par les autorités. Il ne faut cependant pas minimiser les tensions particulières qui affectèrent les relations entre la résistance et les autorités. Néanmoins, nous avons montré que tous les groupes de résistance n'ont pas suscité le même degré de méfiance de la part des autorités belges et alliées. Certains groupes de résistance ont en fait été activement soutenus, notamment par le Haut Commissariat à la sécurité de l'État, pour jouer un rôle central dans la gestion des centres d'internement et ensuite pour intégrer les nouvelles forces de sécurité belges après la libération. L'intégration finale d'un grand nombre de résistants dans les forces de sécurité de l'État apparaît ainsi comme la continuation de développement survenu depuis la libération. Enfin, au cours de cette période troublée, l'identité de la résistance passa de la lutte contre l'ennemi étranger à la lutte contre l'ennemi national. Une identité partiellement nouvelle qui fut transmise et perpétuée dans l'arène politique d'après-guerre. Une arène où chaque groupe de résistance, et même chaque ancien résistant, put définir à sa guise la nature exacte de l'ennemi national contre lequel il s'agissait désormais de mener une nouvelle forme de combat. Je vous remercie.